moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de ne pas être livré en fait, de mes produits Amazon. J'appelle, hop, ils checkent mon compte et ils me font confiance. En fait, c'est la confiance a priori. Et en fait, ils me relivrent le produit. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Après une expérience client comme ça, on n'a qu'une envie, c'est recommander et puis recommander aussi à nos amis. Voilà. Merci Claire-Marie. On a insisté sur la confiance, mais effectivement, le fait que Amazon part toujours du principe que le client est honnête et qu'il a raison. C'est vrai que c'est un parti pris hyper fort. Alors peut-être facilité par Internet justement et par les données. C'est-à-dire que je pense que quand on passe en caisse et qu'on a un produit dans la poche et qu'on dit une bonne fois qu'on l'a oublié, c'est difficile de croire quand on n'a pas justement l'historique d'un consommateur affiché sur le front. C'est évidemment le cas sur Internet quand on pose ces questions. Nous, je répète, hein, moi j'ai jamais eu ce genre d'expérience, mais on partageait avec Cyril Var qui s'occupe de la stratégie chez nous et qui est lui aussi un assidu d'Amazon et qui nous expliquait comme ça que il avait un problème avec Chronopost qui livrait pas chez lui, qu'ils avaient eu des échanges. On avait expliqué en fait la personne chez Amazon était revenue en disant bah, on est désolé mais nous on travaille avec Chronopost, vous n'êtes pas le premier à nous le dire, on vous explique comment on choisit nos fournisseurs et sachez que votre lettre sera fournie au dossier quand on remettra en compétition en concurrence nos fournisseurs. Donc ça c'est la partie transparence et aussi le fait qu'une fois il s'était pas rendu compte, il avait oublié qu'il y avait un CD qui traînait dans un carton qu'il n'avait pas vu. Il avait dit le CD manque, on lui avait réenvoyé, il avait dit finalement je l'ai retrouvé, mais on lui avait dit gardez-le. Donc effectivement c'est une expérience qui a sans doute pas d'équivalent. Pas encore. Monsieur Sartorius, j'arrive avec le micro. Bonjour, moi j'ai bien compris pourquoi Amazon avait intérêt à racheter Zappos. Je comprends pas pourquoi Zappos avait intérêt à se vendre à Amazon. D'après vous. 1 milliard. Chacun son prix en fait. Hein. Je pense que c'est une histoire complexe d'entrepreneur. Je pense que je vais pas vous répondre sur Zappos, je vais vous répondre sur Facebook et sur Foursquare. Facebook, il a eu plusieurs offres, dont des offres en milliards. Mark Zuckerberg a toujours refusé de vendre. C'est la même histoire. Un coup, Dennis Corley, qui a fait Foursquare et avant, qui avait vendu en fait sa première startup qui s'appelait Dodgeball à Google, a été tellement dégoûté de l'intégration de ce qui s'était passé chez Google que maintenant il a décidé de ne surtout pas vendre et de faire tout ça. Je pense que en fait c'est extrêmement, ça tient vraiment à l'esprit de l'entrepreneur, à sa volonté, enfin sa capacité de se dire je peux aller très très loin, et aussi aux personnes qui l'entourent et qui se disent est-ce que c'est le bon moment ou pas. Il y a des éléments qui sont des éléments rationnels parce que quand on a un chiffre avec un chèque, je pense que c'est quelque chose d'assez rationnel. Après ça, le fait stop ou encore, je pense que c'est quelque chose. Je vois pas très bien comment est-ce qu'on peut, on peut se dire que c'est une décision. Est-ce que Zappos était vraiment uniquement sur une verticale, hein. Donc ils étaient très forts sur cette verticale, mais je ne vois pas comment est-ce qu'ils pouvaient simplement espérer battre Amazon, qui partait quand même avec pas mal d'années d'avance. Je vais vous dire vous, je sais pas. Qu'est-ce que qui peut battre Amazon? On a vu qu'il y avait déjà, moi je pense que quand on est gigantesque comme ça, c'est la fameuse image du colosse au pied d'argile. Je pense qu'on finit toujours par se battre soi-même, en fait. Je pense que le premier risque, il est chez Amazon. Donc Amazon va bien se prendre les pieds dans le tapis à un moment ou à un autre. Et jusqu'à maintenant, et Mathieu aura une réponse, ils ont fait un parcours quasiment parfait. Donc ce que j'attends de voir, c'est comment justement est-ce qu'ils vont réussir à se comporter entre géants, en sachant que ça va leur prendre beaucoup de temps. En espérant aussi qu'il n'y ait pas de problème avec l'antitrust, ou l'anticoncurrence, ce qui sera le cas, à n'en pas douter, de Google ou d'Amazon, de Google ou de Facebook dans pas longtemps. Et après, mais on a bien vu qu'il y a le problème d'Internet. Et évidemment, je te laisse la parole, Mathieu. C'est que de façon hyper rapide et hyper violente, on crée des monopoles ou des quasi-monopoles. C'est ça aussi qu'on voit sur Internet sur les 15 dernières années. À chaque fois, il y a une prime au premier qui est colossale,
Et derrière, c'est extrêmement dur. En fait, on se dit que c'est justement que c'est le monde merveilleux des startups, des petits poissons qui grandissent mais en fait, une fois qu'une place est prise, c'est assez difficile de la récupérer. Moi, j'aurais 2 réponses. La première, c'est qu'Amazon n'y réussissent pas à tous les coups. Typiquement, en Russie, ils n'ont jamais réussi à s'implanter. Ils ont une espèce de clone qui s'appelle Ozone. Je crois que le droit d'auteur en Russie, enfin le droit de la propriété intellectuelle est pas aussi bien respecté. En Chine, ils sont pas très forts non plus. Deuxième acteur, moi, qui me semble extrêmement intéressant, qui est plus discret, qu'on connaît un peu en France parce qu'ils ont racheté Price Minister, c'est Rakuten, qui a une stratégie qui est très semblable en fait à Amazon. Je ne sais pas si vous avez suivi, ils ont racheté Kobo en fait, qui est une boîte qui fait du livre numérique, enfin qui fait un device de lecture numérique. Ils ont une stratégie d'acquisition qui est extrêmement offensive dans des pays qui sont peut-être moins prioritaires pour Amazon. Ils ont acheté l'acteur de référence au Brésil, ils ont acheté Price ici, ils ont des actifs aussi en Asie. Et au Japon, ils sont leaders devant Amazon. Donc moi, je pense que Rakuten est un acteur très très fort là-dessus. Des acteurs locaux, des champions locaux dans des pays qui sont un peu particuliers comme la Russie. Et puis moi, je crois beaucoup à Apple aussi. Je pense vraiment qu'Apple va se lancer dans l'e-commerce dans un avenir de temps qui est pas si lointain. Oui, bonjour, Damien Bisset, Auchan e-commerce. Moi, j'ai un point à partager et une question. Le point à partager, c'est que j'ai la chance d'avoir été sélectionné par Amazon pour faire partie de quelque chose qui s'appelle le Club des testeurs, que certains connaissent peut-être ici, qui consiste à avoir 2 fois par mois une newsletter qui est envoyée à cette base de personnes et qui permet de choisir gratuitement des produits plutôt innovants que Amazon ne distribue pas encore beaucoup, ou alors en mode un peu caché, type des produits Amazon Basics que vous avez cités tout à l'heure. Type exemple des coques iPhone vraiment pas chères, du consommable électrique divers et variés, et qui est finalement un système sur lequel la personne sélectionnée a la possibilité donc d'avoir gratuitement ses produits, s'engage uniquement à poster des commentaires sur le site pour alimenter les reviews. Ça, c'est la première chose, mais finalement on se rend compte qu'ils sont en train d'acheter une fidélité, puisque via ce type de système-là, enfin moi qui étais déjà un gros accro d'Amazon, je le suis encore plus. Ça, c'est le premier point, mais c'est un levier qui est vraiment super intéressant. Et là, une autre question que j'ai qui n'a rien à voir concerne la partie organisation IT chez Amazon. On a beaucoup parlé d'internalisation tout à l'heure. Comment est-ce que sur l'IT, ils sont organisés? Comment est-ce qu'ils arrivent à avoir cette célérité, cette capacité à aller très vite, à faire de l'A/B testing, à fonctionner différemment qu'une direction informatique de grands groupes qui parfois peut être à la fois très puissante mais qui peut avoir un petit peu une logique un petit peu diesel. Comment est-ce qu'ils gèrent ça, eux de leur côté, en tant que pure player? Merci. Alors sur la première remarque déjà, donc je partage totalement vos points de vue. Il y a une autre chose qui est assez amusante sur Amazon, c'est ils achètent effectivement de la fidélité. C'est quand vous êtes un bon client Amazon, tout d'un coup, du jour au lendemain, ils vous proposent de devenir Amazon Premium, qui est normalement un service payant, qui coûte 30 € par an, alors que vous n'avez rien demandé. Vous les remerciez et c'est fini. Donc ça, c'est une expérience aussi que j'ai vécue. Sur la deuxième question, j'ai pas toutes les réponses. La première, c'est que ils sont à Seattle. Ils ont un centre dédié qui s'appelle A9 dans la Silicon Valley, qui est un centre de recherche assez avancé, qui est vraiment en mode start-up, de la même façon que Google a son laboratoire un peu en dehors de l'entreprise. Microsoft avait tenté la même chose. Ça, c'est le premier point. Il y a beaucoup d'innovations qui sont venues de là. Deuxième point, ils internalisent les développements et ils mettent beaucoup d'argent dessus. Ce que je disais, 70% des développements informatiques concernent l'infrastructure. Et troisième point, ils débauchent des très bons. Après, ils ont aussi pas mal acheté de la compétence ailleurs. Hein. Typiquement, on voit sur le Fire, là actuellement, ils sont pas très très bons sur l'OS. Sur le navigateur qui fonctionne pas très bien. Les dernières rumeurs disent qu'ils vont racheter Palm pour pouvoir avoir une meilleure expérience. Ils ont fait pareil avec Zappos sur des développements qu'ils n'avaient pas pour un logiciel propriétaire. Donc voilà, j'ai pas plus de réponses que ça. Ce ne sera pas une réponse précise non plus, mais par principe, c'est une société qui a moins de 20 ans qui s'est bâtie sur un service qui est un service informatique. C'est-à-dire que par définition, quand on parle de DSI,
c'est que c'est quelque chose, c'est que c'est un service support et enfin, qui n'est pas le cœur de l'entreprise. Enfin, sans jugement aucun, hein, c'est que donc l'offre même et la construction, l'organisation d'Amazon ne se fait pas avec un silo DSI, mais autour de services, de la gestion des données, c'est ce qu'ils sont. Euh, Après se pose la question sur laquelle j'aurais malheureusement pas de réponse beaucoup plus précise, mais aussi de comment est-ce qu'ils fonctionnent avec leurs partenaires et leurs fournisseurs. Parce qu'on voit par exemple qu'ils ont fait appel à beaucoup de gens sur les tests en fait, d'optimisation de leur taux de conversion, sur le test des pages. Ils ont beaucoup de fournisseurs et ça se pose la question de savoir comment est-ce qu'ils sont. Je les trouve très discrets, moi, d'une façon générale. Donc je pense qu'il y a aussi une forme de test en amont et de discrétion et là encore, ça ne sera pas une réponse précise en termes d'organisation, mais de principe, je trouve incroyable la capacité que cette entreprise a à prendre des risques. C'est-à-dire que quand on imagine le nombre de tests qu'ils font sur leur home tous les jours, comment ils testent, alors certes c'est du numérique, c'est beaucoup plus simple que de se dire vous, pour la partie non digitale, vous faites vous testez et 10 fois par jour le magasin vous le chamboulez de façon à ce que les personnes aient des expériences totalement différentes et vous analysez ces expériences. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile en digital, n'empêche qu'ils le font et qu'ils l'appliquent. Et que et qui sont toujours quelques coups d'avance. C'est pas un coup d'avance, c'est plusieurs coups d'avance. Donc ça, je pense que c'est très culturel et que c'est là encore la vision d'un entrepreneur. Oui, bonjour, Nicolas Malo, Optimalways. J'avais une question concernant la mesure, la performance, la culture des données donc chez Amazon. Est-ce que dans votre étude, vous avez réussi à avoir des chiffres comme le taux de conversion du site, etc. Non. J'avais lu quelque part, c'était 18%. Est-ce que ça vous semble... Alors, ça me semble très optimiste. Ça me semble Moi, j'ai vu aussi les chiffres qui étaient assez impressionnants. Moi, le chiffre que j'ai en tête, alors qu'on me ressort régulièrement, c'est qu'on dit qu'en tout cas en France, on est à 1,9. En général, c'est le... Alors, j'imagine qu'ils sont très très forts. Pour autant, moi, j'ai vu aussi des chiffres supérieurs à 10%. Je me suis posé un peu des questions. Bonjour, je voudrais juste préciser aussi une chose. Amazon a fait le choix, ici, allô, Martin Tout le monde Chronodrive, pardon, a fait le choix d'un cheval de Troie qui est le bien culturel, et il a tout à fait réussi. Il existe d'autres chevaux de Troie, et il y en a un sur lequel il s'est complètement planté, et il est loin, c'est l'alimentaire. C'est-à-dire que Amazon Fresh, c'est très compliqué. Qu'en Allemagne, il a fait une expérience alimentaire qui est catastrophique et donc on a beaucoup d'opportunités de gagner ce cheval de Troie alimentaire et ça, il en est loin. On est un peu malhonnête parce qu'on a parlé d'Amazon Fresh et en fait depuis qu'on a sorti l'étude, ils l'ont arrêté. Donc on en a quand même parlé, mais effectivement ça n'a pas fonctionné. Ils ont pas réussi. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Ouais, je suis prêt à parier qu'ils vont s'intéresser de près au modèle des drives. On voit notamment en Angleterre qui regardent les points relais et qui commencent à faire des choses par rapport à ça. Et ils vont, à mon avis, nous tomber dessus assez vite. Une question, Monsieur Alex Toul. Donc Alexandre Tout le monde. Ma question, ça serait plus à propos de leurs failles. J'aurais peut-être deux hypothèses. La première, ça serait au niveau de l'attractivité des talents, parce qu'on voit clairement qu'aux États-Unis, on a eu une pénurie d'ingénieurs, surtout en informatique, et que des débauches, ça suffit pas, il faut être extrêmement attractif, et que ça, c'est pas la société aussi sexy que Google et Apple au niveau de là. Et la deuxième, ça c'est en perspective d'essayer de combattre un petit peu Amazon, et puis plus précisément en Europe, vu que c'est là qu'on est. Est-ce qu'ils sont si bien implantés en Europe? Est-ce que les taux d'adoption de la technologie en Europe, ils font pas que nous, on a un peu plus de temps pour réagir? Et voilà. Alors sur la première question de la guerre des talents, c'est de toute façon une question auquel tous les géants du web américain sont confrontés.
Alors il y a des modes, tout d'un coup il y a 20 ingénieurs de Google qui partent chez Twitter, puis ensuite ils partent chez Foursquare. Alors effectivement, il y a un vrai challenge là. On disait la même chose pour Google il y a 4 ou 5 ans en disant ils vont tous partir chez Facebook. Je pense qu'il y a un tel vivier de talent en fait dans la Silicon Valley, même s'ils y sont pas, les gens sont prêts à se déplacer, que je ne suis pas certain en fait que cette menace soit une menace réelle. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Je me souviens, on avait fait une étude il y a quelques années qui s'appelait Pourquoi Google n'est pas invincible. Et on avait soulevé ce même débat parce qu'il y avait effectivement des départs en masse d'ingénieurs extrêmement bons de Google vers Facebook. Finalement, on se rend compte qu'on les remplace et que je pense qu'on n'imagine pas à quel point le vivier de la Silicon Valley est fort. Voilà. Ça, c'est en tout cas mon point de vue. Sur le deuxième point, je suis d'accord avec vous. Notamment en France, où je pense que Amazon a une position qui n'est pas si énorme que ça, notamment parce qu'il y a aussi Price Minister qui est très fort. Deuxième point, on a Amazon en France, c'est du bien culturel, c'est-à-dire que tous les services dont on vous parle, enfin pas tous, mais la grande majorité, c'est des services qui sont sortis aux US, qui n'ont pas été répliqués chez nous. Donc pour nous, je pense que pour la grande majorité, on identifie Amazon comme un vendeur de biens culturels. Pour autant, le jour, je pense, où l'Europe rentrera dans leur priorité, c'est déjà le cas de l'Angleterre, qui est beaucoup plus avancé, je pense que ça pourrait être dangereux. Et vous parlez de menaces, pour moi il y a une dernière menace aussi. Ils ont fait un profit warning récemment, ils ont investi des sommes colossales dans le Kindle Fire, vraiment, vraiment, vraiment importantes. Qui pénalisent leurs résultats vraiment fortement. Je pense que s'ils se plantent sur le Kindle Fire, alors je suis plutôt confiant, mais si par hasard ils se plantaient, je crois que ça serait assez ennuyeux pour eux quand même. Donc c'est un risque aussi que j'identifie. Je partage complètement le risque sur le Kindle, en sachant que tout de même on parle de risque, mais ils font 4 fois plus de ventes que ce qu'ils avaient prévu au moment où on se parle. Donc risque oui, mais pour l'instant tous les indicateurs sont ouverts pour eux. Sur le risque des ingénieurs, je serais peut-être un peu plus mesuré pour ma part que Mathieu, parce que moi je pense que le risque il est là. Je pense qu'il est là, il est évidemment là. Je pense que le point sur les ingénieurs, Amazon n'a jamais vraiment fait partie des boîtes super sexy, jamais. Donc je vois pas pourquoi il ne le serait pas de plus en plus. En plus, on a affaire dans la Silicon Valley, là je fais référence à, par exemple, à une très bonne interview récente de Zuckerberg, à des mercenaires qui font que d'ailleurs, de toute façon, et c'est la réalité aussi peut-être pour vous, ce qu'il faut apprendre, c'est qu'on est dans le numérique encore plus qu'ailleurs, dans des métiers qui ne sont pas des métiers à vie. Et je pense qu'il faut l'assumer, moi, pour avoir affaire à des ingénieurs brillants. Je pense que parfois, quand ils sont tout à fait brillants, ça s'appelait les sublimes au 19e siècle chez les ouvriers, c'est des personnes qui passent de chantier en chantier. C'est-à-dire qu'il y a des chantiers, il y a la création d'un nouveau service, une offre cloud, quelque chose à faire qui correspond à un certain niveau d'expertise, et les personnes passent d'une boîte à une autre. Donc qui sont sur des cycles de 2, 4, 5 ans maximum, et 5 ans ça me paraît énorme. Donc de toute façon, c'est lié à la réalité de ces métiers. Et moi, je pense qu'Amazon sera plutôt en meilleure position qu'ils n'ont été jusqu'à maintenant en termes d'attractabilité, d'attraction, je sais pas. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point par rapport à la France, là encore, vous connaissez vos clients mieux que moi, je les connais. Je vais simplement, et c'est un exercice un peu particulier, moi réagir en tant que client. Le jour où je me suis rendu compte que je pouvais, en ayant des petits-enfants, que je pouvais me faire livrer des couches à la maison par Amazon, et que j'ai vu le prix. Moins cher qu'en hypermarché en plus. Que j'ai vu le prix et la livraison, j'ai pu jamais acheter de couches en hypermarché, et j'ai commencé à acheter beaucoup d'autres choses que je n'imaginais pas pouvoir acheter. Et par exemple, je vous dis, tous les achats qui concernent mes enfants, en termes donc couches, tous ces systèmes-là, pour moi maintenant j'ai le réflexe Amazon systématique. Donc je pense qu'il y aura une extension des réflexes et que ça peut se passer en un claquement de doigts. Donc que le risque soit peut-être moins avéré qu'ailleurs, moins présent qu'aux États-Unis sans doute, qu'Amazon soit accaparé par le Kindle et que le lancement du Kindle se fasse avant tout aux États-Unis, évidemment. En revanche, ça va aller vite et ils lâcheront pas.
petit point sur l'attractivité. Je pense que c'est aussi un vrai enjeu pour les entreprises de l'AFM d'attirer des talents. On arrive à aller débaucher des anciens d'Amazon aux Trois Suisses. Je pense qu'on doit pouvoir aller débaucher d'autres talents comme ça et débusquer, je cite, les renards indépendants, les rebelles qui savent intraprendre dans nos entreprises et les laisser faire. Moi, j'ai une question pour les enseignes. Je voudrais savoir lesquelles, parce qu'aujourd'hui, avec tout le mot magique dans les comités de direction, c'est parler de marketplace. En 2012, parler de marketplace, ça passe bien. C'est lesquelles d'entre vous, enseignes, marques, ont été contactées par Amazon parce qu'ils étaient intéressés pour vendre vos produits? J'arrive, Caroline. Oui, bonjour, Caroline Friard, Euronix France. J'ai été contactée par Amazon, effectivement, directement, pour que les produits électroménagers, donc des marques JTM et Euronix, soient vendus sur Amazon. Et actuellement aussi, je suis fortement démarché par les consultants AdWords de Google. Ça, je ne sais pas si c'est un autre... je ne sais pas si d'autres ont eu cette expérience-là. Mais ils sont fortement présents. D'autres expériences ouais, super, j'arrive. Chez Grosbill, oui, on a été contacté il y a environ 3 ans. Donc c'était donc pour vendre des produits, enfin des biens techniques, mais surtout de l'électroménager aussi parce qu'ils ne sont pas forts sur ce segment. Et pour la petite histoire, on a refusé parce que la commission d'affiliés qui nous demandait était trop élevée par rapport à nos marges. Voilà. C'était dans les 8%. Nous, on est Jean-Pierre Vibou, Honnêt Banque Accor. Nous, on a été contactés pour un service de paiement, puisqu'on a une solution de paiement en 3-4 fois carte bancaire qui est assez unique sur le marché. Et donc, on a été contacté par Amazon pour proposer cette solution de paiement aux clients Amazon. Et donc, on a failli être fournisseur d'Amazon, mais finalement, on n'a pas été pour 2 raisons. La première, comme ce sont des gens qui décident de façon très centralisée, très vite, on a eu face à nous des interlocuteurs qui venaient de Seattle et qui nous ont dit votre solution, elle est géniale, mais est-ce que vous pouvez la proposer à tous les pays? Et malheureusement, cette solution-là, elle n'est pas proposable à tous les pays parce que la législation sur le paiement dans les pays est différente. Donc on n'a pas été retenu pour cette raison. Puis la deuxième raison, c'est qu'ils nous ont dit on vous offre une telle vitrine que de toute façon, pour nous, ça va être gratuit. Et donc ça, il n'était pas question d'avoir un service gratuit. Donc c'était marge zéro quoi, pour nous. Donc ça ne s'est pas fait. Donc on a failli être fournisseur d'Amazon. Malheureusement, on ne l'est pas. Pour un produit que vous avez, pour la plupart d'entre vous, sur vos sites et vous connaissez bien. Les 3 fois carte bancaire. Bonjour, David Edouard. J'ai été contacté il y a 3 ans en étant chez Trois Suisses, et donc à l'époque on avait refusé puisqu'on souhaitait mettre en place notre propre plateforme. Et puis là j'ai de nouveau retravaillé chez Pimki avec Amazon. Alors pour l'instant on n'y va pas. Une des raisons c'est le coût, ce qui a été évoqué juste avant. Après, il y a quand même le fait que, comme vous l'avez dit très justement, vous ne voyez pas vos clients. Donc nous, ça serait plutôt un canal d'acquisition de nouveaux clients, et dans ce cas-là, ça ne répond pas à la problématique. Et puis, dernier élément, ça demande quand même des développements techniques, puisqu'ils ont quelque chose de bien standardisé qui n'est pas forcément une priorité quand on est en train de monter un site internet. Et peut-être qu'une autre raison, c'est aussi qu'un produit d'une marque distributeur comme les Pimki, quand il n'est plus dans son univers de marque distributeur, quand il est mis au milieu d'Amazon, est-ce qu'il a toujours la même valeur perçue par le client, et donc est-ce qu'on justifie toujours le prix? Des questions? Daniel.
bonjour Daniel Malouf, Auchan e-commerce. Je voudrais revenir sur le modèle économique parce que vous l'avez pas mal abordé en mettant en avant finalement 3 éléments de revenus, c'est vendre leurs propres produits, la marketplace, mais aussi toute l'offre cloud et l'offre service. Et est-ce qu'on arrive à distinguer l'apport de chacun de ces éléments dans le modèle économique? Parce que aujourd'hui en France, par exemple, vous avez parlé entre autres de la vente à perte. Je ne sais pas s'ils font de la vente à perte, en tout cas, ils sont extrêmement agressifs en prix. Et donc, dans les catégories non alimentaires, on imagine leur taux de marge connaissant les nôtres. Et donc, j'aimerais bien savoir si on arrive à identifier, même s'ils sont très discrets, quelle est la part de revenus de ces 3 canaux. Alors, en fait, on n'a pas la contribution à la marge de ces 3 canaux. On a des chiffres. Alors, on sait que pour l'instant, le cloud, ça fait même pas 10% du chiffre d'affaires. Je crois qu'on est à 6 ou 7%, donc c'est encore très marginal. Le problème qu'on a pour différencier en fait la marketplace versus ce qui est vendu en fait en direct, c'est qu'ils mélangent dans leurs chiffres la marketplace et l'affiliation. Et les chiffres qu'on a, c'est qu'il y a entre 30 et 40% du business qui se fait sur marketplace et affiliation, et le reste c'est du vendu en propre par Amazon. Après, c'est des chiffres qu'on trouve sur des blogs, c'est pas forcément des chiffres officiels d'Amazon. Avec une vraie valeur d'étude aussi des vendeurs marketplace pour en avoir été un. Quand on devient un bon vendeur sur un marketplace, boum, ils vous font un fond dans le dos et puis ils appellent votre fournisseur et puis ils font un votre place. Exactement. Mais c'est le modèle en fait. Naïvement, je le sais. Super. Eric. Bonjour, Éric Platiot, groupe 3 Suisse. Par rapport à la problématique de l'écosystème, on l'a vu un peu l'écosystème avec eux, il y a aussi l'écosystème autour d'eux. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de changer un peu et de devenir plus agressifs? J'ai deux choses en tête. Ils commencent à se frictionner sérieusement avec Walmart aux États-Unis. Puis leur dernière initiative qui est allez en magasin, si vous sortez sans rien, on vous donnera $5 de bons d'achat pour acheter chez nous. Jusqu'à présent, ils avaient plutôt grandi en disant on deviendra très gros et on n'embête pas les autres. Là, on dirait qu'il y a un changement de posture. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'ils ont toujours été extrêmement agressifs. Enfin, quand on voit les procès qu'ils ont avec Walmart, avec Barnes & Noble. Barnes & Noble, ils en ont eu, mais je sais pas combien. Enfin, c'est avec Toys R Us. Enfin, il y a une culture d'agressivité qui est très forte chez Amazon, moi, je pense. Et ce que vous dites, en fait, n'est que le reflet de ce qu'ils ont toujours fait, à mon avis. Effectivement, cette promotion, donc je sais pas si vous avez vu, l'idée, en fait, c'est que le film qu'on vous a présenté avec cette application, si vous utilisiez en fait cette application pour acheter 3 produits Amazon, vous aviez un discount de $5. En scannant depuis un magasin. En scannant depuis un magasin qui n'était pas un magasin Amazon. Donc important à souligner ça. Voilà, ça a passablement énervé les distributeurs, ce qui est assez logique. C'était très agressif et très provocateur de la part d'Amazon. En même temps, enfin, je suis pas juriste, hein, mais je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire pour contrer ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un front. Je sais pas si vous avez suivi l'actualité. On a un front des distributeurs anti-Amazon parce qu'ils ont compris qu'avec cette application, ils allaient servir de vitrine à Amazon et ça commence vraiment à les agacer. Et au-delà même de la promotion, ils demandent carrément la suppression en fait de l'application. Donc voilà. Mais je suis d'accord avec vous, hein, c'est une boîte très agressive, je pense. Enfin, moi, je pense qu'ils assument simplement leur statut, c'est-à-dire qu'ils n'ont fait que progresser sur les 15 dernières années. Ils ne pouvaient pas se permettre plus tôt, enfin, ça aurait été un peu de la com à la fin années 90 de le faire. Là, maintenant, ils ont classement Interbrand, ils sont devant Walmart. Donc, ils ont un rôle et une posture à assumer. Et en ayant cette culture de l'agressivité très très forte. Et je pense que par ailleurs, c'est simple, c'est que quand on voit la puissance de leur modèle, et c'est ce que je qualifiais de martingale tout à l'heure, c'est que de toute façon, en emmenant les autres sur ce terrain-là, ils vont gagner vis-à-vis des consommateurs. C'est-à-dire que je pense que toute publicité leur sera bénéfique sur leur modèle. Donc là encore, martingale, il gagne quasiment à tous les coups. Je ne vois pas pourquoi ils ne joueraient pas en fait à ce jeu-là. Une dernière question? Ouais.
Juste pour revenir sur la notion d'écosystème, j'ai l'impression qu'on n'est pas très bon en Europe pour construire un écosystème, peut-être avec notre petit côté égoïste. On est surtout bon pour se critiquer, moi je trouve. C'est ce qu'on est en train de faire. Comment construire un bon écosystème? Est-ce que Amazon, par exemple, ils ont une stratégie pour attaquer les petits business? J'ai entendu une interview du patron de eBay récemment qui disait qu'ils allaient essayer de révolutionner tous les petits business. On parle du petit entrepreneur qui ouvre son magasin local en ajoutant une couche de e-commerce social et en fournissant une plateforme de e-commerce un peu plus simple d'utilisation et à comprendre. Est-ce que c'est pas une opportunité pour nous aussi de créer notre écosystème en se disant et on peut aussi révolutionner l'e-commerce des petits business autour de nous? Alors, eBay est pas au mieux parce que ça fait un moment qu'ils sont flat, comme ils disent là-bas. Enfin, il n'y a plus d'explosivité en fait dans leur modèle. Ils ont dû réinventer le modèle parce que l'idée de base, qui était, vous savez, l'idée du fondateur pour sa femme, les petites machines pèse à bonbons là, de s'intéresser aux collectionneurs et de vivre avec les collectionneurs, ils n'emmèneront pas ce business encore à fois 10. Donc ils se repositionnent sur la partie plateforme. Ça justifie le rachat de Magento, plateforme d'e-commerce et de site e-commerce récemment, et donc effectivement ils sont dans cette logique. Alors simplement pour répondre Amazon versus eBay, pour moi Amazon est en passe de gagner, s'ils l'ont déjà gagné, parce qu'ils ont une puissance beaucoup plus forte dans la recommandation, dans le positionnement de la marque et dans l'expérience utilisateur au sens large, donc premier point. Après ça, que d'autres soient dans des offres d'écosystème c'est une bonne réponse. Je pense que comme le disait le monsieur de Chronodrive, je pense qu'il y a peut-être plus qu'à l'écosystème. Je pense que de toute façon l'écosystème reposera sur une offre technologique, donc eBay, Magento ou Amazon. Je pense que c'est plutôt le lien physique virtuel qui va être intéressant. Et ce rapport sur l'offre, je pense que la charnière, peut-être, alors il y a un aspect écosystème, hein, certainement, hein, mais plus on dématérialise, plus on donne de valeur au matériel. Donc quelle est l'offre qu'on peut proposer qui soit une bonne conjonction de virtuel et de réel? Pour répondre aussi à la question précédente sur l'offre agressive en magasin, vous avez tous dû voir un énorme coup de com' de Gilvy, je crois l'année dernière, avec Tesco en Corée, vous savez, dans le métro à Séoul. Cette histoire où on voyait un mur qui devenait une espèce d'hypermarché dans le métro, où il y avait des codes barres et on scannait des codes barres. Moi, j'ai jamais cru à ce scénario. C'est-à-dire que je pense que ce scénario, c'est un scénario de passage. C'est simplement parce que les gens restent dans une optique à se dire j'ai besoin de voir des codes barres ou des magasins, ou voir des images de façon à pouvoir commander. Mais ce que fait Amazon, c'est simplement, et c'est pour ça que pour moi, je vois pas, c'est inéluctable, c'est qu'en fait, ils sont simplement en train d'appuyer sur une expérience qui est une expérience numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes chez vous ou dans un magasin, vous avez votre iPhone dans la poche, vous n'avez pas besoin de scanner un code barre quelque part. L'enjeu, un des enjeux majeurs, il est lié en fait à la liste. C'est-à-dire que je pense aussi qu'il y a des enjeux pour répondre à des questions et voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions demain. Il y a comment est-ce qu'on fait, quelle récurrence d'achat, comment est-ce que dans un foyer on contribue les uns et les autres à cette liste d'achat. Il y a plein de choses à inventer sur lesquelles Amazon n'est pas immédiatement. C'est-à-dire que je pense aussi que l'achat, et ça tient sans doute au bien culturel, pour répondre à une question d'un peu plus tôt sur où est-ce qu'on peut leur faire mal, je pense que l'achat et c'est peut-être lié à l'alimentaire aussi, l'achat sur Amazon est un achat hyper individuel. Peut-être qu'il y a d'autres angles d'achat. Il y a le lien entre le virtuel et le réel, et il y a peut-être aussi sur les communautés d'achat qui sont, et quand je dis communauté, je ne suis pas en train de revenir au groupe buying des années 90, même si ça revient un peu à la mode. Mais je pense qu'il y a peut-être une échelle d'achat à laquelle on peut réfléchir et sur lesquels on voit ça avec les coopératives, les AMAP, là encore la ruche qui dit oui, excusez-moi de référence, j'aime bien ce modèle et j'aime bien les gens qui le portent. Donc la ferme du Sard, c'est le local, d'accord, ok, donc excusez-moi de ne pas connaître mes classiques. D'accord. Donc, voilà, je pense qu'il y a des modèles qui peuvent être des modèles aussi à considérer sur ce point-là. Donc, et si vous me permettez, parce que quand on parle écosystème, moi ça me touche toujours, je pense qu'on n'est pas si mauvais que ça. Je pense que simplement on est impatient et que même si on parle de modèles récents, on a
affaire à l'écosystème des nouvelles technologies ou des technologies en France et en Europe, il est beaucoup plus récent que dans la Silicon Valley où il a débuté après la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut toujours se donner un peu de temps pour que les choses arrivent. Et vous, à n'en pas douter, vous faites pas, enfin je vous le dis, c'est pas pour vous passer la brosse à relure, hein, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Rauti, avec Thibaut, vous avez un écosystème qui est un écosystème hyper puissant sur vos domaines. Moi j'ai beaucoup animé l'écosystème parisien, je m'en suis que ce soit Paris, Lille, Nantes aussi, une ville où il se passe des choses. Je pense qu'il y a ça progresse, ça avance. Et donc je pense que, je suis plutôt optimiste. Donc on peut avoir un écosystème sans Apple Store. App Store, pardon. On peut avoir un écosystème sans... est-ce que vous êtes en train de me demander si on peut avoir un écosystème sans qu'un acteur ait un monopole sur la distribution? C'est ça votre question? Sans qu'un tiers parti contribue à la croissance globale du fournisseur de l'écosystème. Moi, mon idée, c'est qu'ils ont réussi, comme souvent Apple, à déclencher des usages, sincèrement. C'est-à-dire qu'ils ont fait... C'est vrai que moi, je leur dis merci tous les jours parce qu'ils ont créé un marché, sauf que ils ont précarisé. Angry Birds, c'est vraiment le baobab qui cache une forêt c'est même pas une forêt, c'est des arbustes, qui gagne de sa vie aujourd'hui sur l'App Store. Qui gagne sa vie sur l'App Store. Donc je ne suis pas certain que Apple in fine qu'ils aient créé un marché, oui, mais j'espère que demain il y aura d'autres acteurs qu'Apple de façon à monétiser en fait la production et l'édition de ces applications. Et je pense que ça va forcément arriver. Sans vouloir être protectionniste, j'ai entendu parler de certains acteurs dans le e-commerce qui ne jouaient pas dans les mêmes règles du jeu, notamment en matière fiscale, paiement de la TVA, qu'ils utilisaient par exemple des plateformes au Luxembourg. Donc ça, c'est très gênant pour des acteurs français ou européens. Je ne sais pas si... c'est un constat et donc c'est pas une question. Moi, je vous dis franchement, je pense que un des problèmes aujourd'hui, peut-être que là aussi, si on peut parler lobbying 2 secondes, on a un vrai sujet, c'est que en fait, quand le gouvernement réfléchit à faire des lois et j'espère que ça va changer, mais il y a toujours une défiance vis-à-vis du numérique en France, y compris où on reste dans un monde où on a l'impression que c'est le numérique qui a des règles qui, en général, qui sont dangereuses pour l'emploi et pour la création de valeur, et donc on essaye de protéger, passez-moi l'expression, je prends beaucoup de raccourcis, l'ancien monde vis-à-vis du nouveau. Après ça, on ne fait pas la différence dans les acteurs du nouveau monde et on ne comprend pas très bien qui crée des emplois et de la valeur où. Et du coup, on peut créer des lois ou des taxes qu'on va appeler taxes Google qui taxent tout le monde sauf Google. On peut créer comme ça des accords où on se dit on va faire de l'anticoncurrence à Apple qui arrive avec l'iPhone et s'arranger pour que se tire une balle dans le pied et faire en sorte qu'Apple ait le plus fort taux de pénétration avec l'iPhone en France parce que la France, Cocorico, a réussi à empêcher Apple d'avoir un accord d'exclusivité avec Orange qui fait que du coup quasiment mécaniquement multiplier sa part de marché par 3. Donc je pense qu'effectivement il y a un gros enjeu pour nous, acteurs de l'innovation, du numérique, à réussir à engager un dialogue avec... J'arrive. Merci beaucoup. En plus, je suis enrhumée, alors j'ai pas. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de pas être livré en fait de mes produits Amazon. J'appelle, hop, ils checkent mon compte et ils me font confiance. En fait, c'est la confiance a priori. Et en fait, ils me relivrent le produit. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Après une expérience client comme ça, on n'a qu'une envie, c'est recommander et puis recommander aussi à nos amis. Voilà. Merci Claire-Marie. On a insisté sur la confiance, mais effectivement, le fait que Amazon part toujours du principe que le client est honnête et qu'il a raison. C'est vrai que c'est un parti pris hyper fort. Alors peut-être facilité par Internet justement et par les données. C'est-à-dire que je pense que quand on passe en caisse et qu'on a un produit dans la poche et qu'on dit une bonne fois qu'on l'a oublié,
c'est difficile de croire quand on n'a pas justement l'historique d'un consommateur affiché sur le front. C'est évidemment le cas sur Internet quand on pose ces questions. Nous, je répète, hein, moi j'ai jamais eu ce genre d'expérience, mais on partageait avec Cyril Var qui s'occupe de la stratégie chez nous et qui est lui aussi un assidu d'Amazon et qui nous expliquait comme ça que il avait un problème avec Chronopost qui livrait pas chez lui, qu'ils avaient eu des échanges. On avait expliqué en fait la personne chez Amazon était revenue en disant on est désolé mais nous on travaille avec Chronopost, vous n'êtes pas le premier à nous le dire, on vous explique comment on choisit nos fournisseurs et sachez que votre lettre sera fournie au dossier quand on remettra en compétition en concurrence nos fournisseurs. Donc ça c'est la partie transparence, et aussi le fait qu'une fois il s'était pas rendu compte, il avait oublié qu'il y avait un CD qui traînait dans un carton qu'il n'avait pas vu. Il avait dit le CD manque, on lui avait réenvoyé, il avait dit finalement je l'ai retrouvé, mais on lui avait dit gardez-le. Donc effectivement c'est une expérience qui a sans doute pas d'équivalent, pas encore. Monsieur Sartorius, j'arrive avec le micro. Bonjour. Moi, j'ai bien compris pourquoi Amazon avait intérêt à racheter Zappos. Je comprends pas pourquoi Zappos avait intérêt à se vendre à Amazon. D'après vous. 1 milliard. Chacun son prix en fait. Hein. Je pense que c'est une histoire complexe d'entrepreneur. Je pense que je vais pas vous répondre sur Zappos, je vais vous répondre sur Facebook et sur Foursquare. Facebook, il a eu plusieurs offres, dont des offres en milliards. Mark Zuckerberg a toujours refusé de vendre. C'est la même histoire. Un coup, Dennis Corley, qui a fait Foursquare et avant, qui avait vendu en fait sa première startup qui s'appelait Dodgeball à Google, a été tellement dégoûté de l'intégration de ce qui s'était passé chez Google que maintenant il a décidé de ne surtout pas vendre et de faire tout seul. Je pense que en fait c'est extrêmement, ça tient vraiment à l'esprit de l'entrepreneur, à sa volonté, sa capacité de se dire je peux aller très très loin, et aussi personnes qui l'entourent et qui se disent est-ce que c'est le bon moment ou pas. Il y a des éléments qui sont des éléments rationnels, parce que quand on a un chiffre avec un chèque, je pense que c'est quelque chose d'assez rationnel. Après ça, le fait stop ou encore, je pense que c'est quelque chose, je vois pas très bien comment est-ce qu'on peut on peut se dire que c'est une décision. Est-ce que Zappos était vraiment uniquement sur une verticale, hein. Donc ils étaient très forts sur cette verticale, mais je ne vois pas comment est-ce qu'ils pouvaient simplement espérer battre Amazon, qui partait quand même avec pas mal d'années d'avance. Je vais vous dire je sais pas, qui peut battre Amazon. On a vu qu'il y avait déjà, moi je pense que quand on est gigantesque comme ça, c'est la fameuse image du colosse au pied d'argile. Je pense qu'on finit toujours par se battre soi-même en fait. Je pense que le premier risque, il est chez Amazon. Donc Amazon va bien se prendre les pieds dans le tapis à un moment ou à un autre. Et jusqu'à maintenant, et Mathieu aura une réponse, ils ont fait un parcours quasiment parfait. Donc ce que j'attends de voir, c'est comment justement est-ce qu'ils vont réussir à se comporter entre géants, en sachant que ça va leur prendre beaucoup de temps. En espérant aussi qu'il n'y ait pas de problème avec l'antitrust, ou l'anticoncurrence, ce qui sera le cas, à n'en pas douter, de Google ou d'Amazon, de Google ou de Facebook dans pas longtemps. Et après, mais on a bien vu qu'il y a le problème d'Internet. Et évidemment, je te laisse la parole, Mathieu. C'est que de façon hyper rapide et hyper violente, on crée des monopoles ou des quasi-monopoles. C'est ça aussi qu'on voit sur Internet sur les 15 dernières années. À chaque fois, il y a une prime au premier qui est colossale, et derrière, c'est extrêmement dur. En fait, on se dit que c'est justement que c'est le monde merveilleux des startups, des petits poissons qui grandissent, mais en fait, une fois qu'une place est prise, c'est assez difficile de la récupérer. Moi, j'aurais 2 réponses. La première, c'est qu'Amazon, ils réussissent pas à tous les coups. Typiquement, en Russie, ils n'ont jamais réussi à s'implanter. Ils ont une espèce de clone qui s'appelle Ozone. Je crois que le droit d'auteur en Russie, le droit de la propriété intellectuelle est pas aussi bien respecté. En Chine, ils sont pas très forts non plus. Deuxième acteur, moi, qui me semble extrêmement intéressant, qui est plus discret, qu'on connaît un peu en France parce qu'ils ont racheté Price Minister, c'est Rakuten, qui a une stratégie qui est très semblable en fait à Amazon. Je ne sais pas si vous avez suivi, ils ont racheté Kobo en fait, qui est une boîte qui fait du livre numérique, enfin qui fait un device de lecture numérique.
Ils ont une stratégie d'acquisition qui est extrêmement offensive dans des pays qui sont peut-être moins prioritaires pour Amazon. Ils ont acheté l'acteur de référence au Brésil, ils ont acheté Price ici, ils ont des actifs aussi en Asie. Et au Japon, ils sont leaders devant Amazon. Donc moi, je pense que Rakuten est un acteur très très fort là-dessus. Des acteurs locaux, des champions locaux dans des pays qui sont un peu particuliers comme la Russie. Et puis moi, je crois beaucoup à Apple aussi. Je pense vraiment qu'Apple va se lancer dans l'e-commerce dans un avenir de temps qui est pas si lointain. Oui, bonjour, Damien Bisset, Auchan e-commerce. Moi, j'ai un point à partager et une question. Le point à partager, c'est que j'ai la chance d'avoir été sélectionné par Amazon pour faire partie de quelque chose qui s'appelle le Club des testeurs, que certains connaissent peut-être ici, qui consiste à avoir 2 fois par mois une newsletter qui est envoyée à cette base de personnes et qui permet de choisir gratuitement des produits plutôt innovants que Amazon ne distribue pas encore beaucoup, ou alors en mode un peu caché, type des produits Amazon Basics que vous avez cités tout à l'heure, type exemple des coques iPhone vraiment pas chères, du consommable électrique divers et variés, et qui est finalement un système sur lequel la personne sélectionnée a la possibilité donc d'avoir gratuitement ses produits, s'engage uniquement à poster des commentaires sur le site pour alimenter les reviews. Ça, c'est la première chose, mais finalement on se rend compte qu'ils sont en train d'acheter une fidélité, puisque via ce type de système-là, enfin moi qui étais déjà un gros accro d'Amazon, je le suis encore plus. Ça, c'est le premier point, mais c'est un levier qui est vraiment super intéressant. Et là, une autre question que j'ai qui n'a rien à voir concerne la partie organisation IT chez Amazon. On a beaucoup parlé d'internalisation tout à l'heure. Comment est-ce que sur l'IT, ils sont organisés? Comment est-ce qu'ils arrivent à avoir cette célérité, cette capacité à aller très vite, à faire de l'A/B testing, à fonctionner différemment qu'une direction informatique de grands groupes qui parfois peut être à la fois très puissante mais qui peut avoir un petit peu une logique un petit peu diesel. Comment est-ce qu'ils gèrent ça, eux, de leur côté, en tant que pure player? Merci. Alors, sur la première remarque déjà, donc je partage totalement vos points de vue. Il y a une autre chose qui est assez amusante sur Amazon, c'est ils achètent effectivement de la fidélité. C'est quand vous êtes un bon client Amazon, tout d'un coup, du jour au lendemain, ils vous proposent de devenir Amazon Premium, qui est normalement un service payant qui coûte 30 € par an, alors que vous n'avez rien demandé. Vous les remerciez et c'est fini. Donc ça, c'est une expérience aussi que j'ai vécue. Sur la deuxième question, j'ai pas toutes les réponses. La première, c'est que ils sont à Seattle. Ils ont un centre dédié qui s'appelle A9 dans la Silicon Valley, qui est un centre de recherche assez avancé, qui est vraiment en mode start-up, de la même façon que Google a son laboratoire un peu en dehors de l'entreprise. Microsoft avait tenté la même chose. Ça, c'est le premier point. Il y a beaucoup d'innovations qui sont venues de là. Deuxième point, ils internalisent les développements et ils mettent beaucoup d'argent dessus. Ce que je disais, 70% des développements informatiques concernent l'infrastructure. Et troisième point, ils débauchent des très bons. Après, ils ont aussi pas mal acheté de la compétence ailleurs. Hein. Typiquement, on voit sur le Fire, là actuellement, ils sont pas très très bons sur l'OS. Sur le navigateur qui fonctionne pas très bien. Les dernières rumeurs disent qu'ils vont racheter Palm pour pouvoir avoir une meilleure expérience. Ils ont fait pareil avec Zappos sur des développements qu'ils n'avaient pas pour un logiciel propriétaire. Donc voilà, j'ai pas plus de réponses que ça. Ce ne sera pas une réponse précise non plus, mais par principe, c'est une société qui a moins de 20 ans, qui s'est bâtie sur un service qui est un service informatique. C'est-à-dire que par définition, quand on parle de DSI, c'est que c'est quelque chose, c'est que c'est un service support qui n'est pas le cœur de l'entreprise. Sans jugement aucun, hein, c'est que donc l'offre même et la construction, l'organisation d'Amazon ne se fait pas avec un silo DSI, mais autour de services, de la gestion des données. C'est ce qu'ils sont. Après se pose la question sur laquelle j'aurais malheureusement pas de réponse beaucoup plus précise, mais aussi de comment est-ce qu'ils fonctionnent avec leurs partenaires et leurs fournisseurs. Parce qu'on voit par exemple qu'ils ont fait appel à beaucoup de gens sur les tests en fait, d'optimisation de leur taux de conversion, sur le test des pages. Ils ont beaucoup de fournisseurs et ça se pose la question de savoir comment est-ce qu'ils sont. Je les trouve très discrets, moi, d'une façon générale. Donc,
donc je pense qu'il y a aussi une forme de test en amont et de discrétion. Et là encore, ça ne sera pas une réponse précise en termes d'organisation, mais de principe, je trouve incroyable la capacité que cette entreprise a à prendre des risques. C'est-à-dire que quand on imagine le nombre de tests qu'ils font sur leur home tous les jours, comment ils testent, alors certes c'est du numérique, c'est beaucoup plus simple que de se dire vous, pour la partie non digitale, vous faites vous testez et 10 fois par jour le magasin vous le chamboulez de façon à ce que les personnes aient des expériences totalement différentes et vous analysez ces expériences. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile en digital, n'empêche qu'ils le font et qu'ils l'appliquent. Et que et qui sont toujours quelques coups d'avance. C'est pas un coup d'avance, c'est plusieurs coups d'avance. Donc ça, je pense que c'est très culturel et que c'est là encore la vision d'un entrepreneur. Oui, bonjour, Nicolas Malo, OptimalWays. J'avais une question concernant la mesure, la performance, la culture des données donc chez Amazon. Est-ce que dans votre étude, vous avez réussi à avoir des chiffres comme le taux de conversion du site, etc. Non. J'avais lu quelque part, c'était 18%. Est-ce que ça vous semble... Alors, ça me semble très optimiste. Ça me semble Moi, j'ai vu aussi les chiffres qui étaient assez impressionnants. Moi, le chiffre que j'ai en tête, alors qu'on me ressort régulièrement, c'est qu'on dit qu'en tout cas en France, on est à 1,9. En général, c'est le... Alors, j'imagine qu'ils sont très très forts. Pour autant, moi, j'ai vu aussi des chiffres supérieurs à 10%. Je me suis posé un peu des questions. Bonjour, je voudrais juste préciser aussi une chose. Amazon a fait le choix, ici, allô, Martin Tout le monde Chronodrive, pardon, a fait le choix d'un cheval de Troie qui est le bien culturel, et il a tout à fait réussi. Il existe d'autres chevaux de Troie, et il y en a un sur lequel il s'est complètement planté, et il est loin, c'est l'alimentaire. C'est-à-dire que Amazon Fresh, c'est très compliqué. Qu'en Allemagne, il a fait une expérience alimentaire qui est catastrophique et donc on a beaucoup d'opportunités de gagner ce cheval de Troie alimentaire et ça, il en est loin. On est un peu malhonnête parce qu'on a parlé d'Amazon Fresh et en fait depuis qu'on a sorti l'étude, ils l'ont arrêté. Donc on en a quand même parlé, mais effectivement ça n'a pas fonctionné. Ils ont pas réussi. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Ouais, je suis prêt à parier qu'ils vont s'intéresser de près au modèle des drives. On voit notamment en Angleterre qui regardent les points relais et qui commencent à faire des choses par rapport à ça. Et ils vont, à mon avis, nous tomber dessus assez vite. Question, Monsieur Alex Toul. Donc Alexandre Tout le monde. Ma question, ça serait plus à propos de leurs failles. J'aurais peut-être deux hypothèses. La première, ça serait au niveau de l'attractivité des talents, parce qu'on voit clairement qu'aux États-Unis, on a eu une pénurie d'ingénieurs, surtout en informatique, et que des débauches, ça suffit pas, il faut être extrêmement attractif, et que ça, c'est pas la société aussi sexy que Google et Apple au niveau de là. Et la deuxième, ça c'est en perspective d'essayer de combattre un petit peu Amazon, et puis plus précisément en Europe, vu que c'est là qu'on est. Est-ce qu'ils sont si bien implantés en Europe? Est-ce que les taux d'adoption de la technologie en Europe, ils font pas que nous, on a un peu plus de temps pour réagir? Et voilà. Alors sur la première question de la guerre des talents, c'est de toute façon une question auquel tous les géants du web américain sont confrontés. Alors il y a des modes, tout d'un coup il y a 20 ingénieurs de Google qui partent chez Twitter, puis ensuite ils partent chez Foursquare. Alors effectivement il y a un vrai challenge là. On disait la même chose pour Google il y a 4 ou 5 ans en disant ils vont tous partir chez Facebook. Je pense qu'il y a un tel vivier de talents en fait dans la Silicon Valley, même s'ils y sont pas, les gens sont prêts à se déplacer, que je ne suis pas certain en fait que cette menace soit une menace réelle. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Je me souviens, on avait fait une étude il y a quelques années qui s'appelait Pourquoi Google n'est pas invincible. Et on avait soulevé ce même débat parce qu'il y avait effectivement des départs en masse d'ingénieurs extrêmement bons de Google vers Facebook.
finalement, on se rend compte qu'on les remplace et que je pense qu'on n'imagine pas à quel point le vivier de la Silicon Valley est fort. Voilà. Ça, c'est en tout cas mon point de vue. Sur le deuxième point, je suis d'accord avec vous, notamment en France, où je pense que Amazon a une position qui n'est pas si énorme que ça, notamment parce qu'il y a aussi Price Minister qui est très fort. Deuxième point, on a Amazon en France, c'est du bien culturel, hein. C'est-à-dire que tous les services dont on vous parle, enfin pas tous, mais la grande majorité, c'est des services qui sont sortis aux US, qui n'ont pas été répliqués chez nous. Donc pour nous, je pense que pour la grande majorité, on identifie Amazon comme un vendeur de biens culturels. Pour autant, le jour, je pense, où l'Europe rentrera dans leurs priorités, c'est déjà le cas de l'Angleterre, hein, qui est beaucoup plus avancé, je pense que ça pourrait être dangereux. Et vous parlez de menaces, pour moi il y a une dernière menace aussi. Ils ont fait un profit warning récemment, ils ont investi des sommes colossales dans le Kindle Fire, vraiment, vraiment, vraiment importantes, qui pénalisent leurs résultats vraiment fortement. Je pense que s'ils se plantent sur le Kindle Fire, alors je suis plutôt confiant, mais si par hasard ils se plantaient, je crois que ça serait vraiment, ça serait assez ennuyeux pour eux quand même. Donc c'est un risque aussi que j'identifie. Je partage complètement le risque sur le Kindle, en sachant que tout de même on parle de risque, mais ils font 4 fois plus de ventes que ce qu'ils avaient prévu au moment où on se parle. Donc risque oui, mais pour l'instant tous les indicateurs sont ouverts pour eux. Sur le risque des ingénieurs, je serais peut-être un peu plus mesuré pour ma part que Mathieu, parce que moi je pense que le risque il est là. Je pense qu'il est là, il est évidemment là. Je pense que le point sur les ingénieurs, Amazon n'a jamais vraiment fait partie des boîtes super sexy. Jamais. Donc je vois pas pourquoi il ne le serait pas de plus en plus. En plus, on a affaire dans la Silicon Valley, là je fais référence à, par exemple, à une très bonne interview récente de Zuckerberg, à des mercenaires qui font que d'ailleurs, de toute façon, et c'est la réalité aussi peut-être pour vous, ce qu'il faut apprendre, c'est qu'on est dans le numérique encore plus qu'ailleurs, dans des métiers qui ne sont pas des métiers à vie. Et je pense qu'il faut l'assumer, moi, pour avoir affaire à des ingénieurs brillants. Je pense que parfois, quand ils sont tout à fait brillants, ça s'appelait les sublimes au 19e siècle chez les ouvriers, c'est des personnes qui passent de chantier en chantier. C'est-à-dire qu'il y a des chantiers, il y a la création d'un nouveau service, une offre cloud, quelque chose à faire qui correspond à un certain niveau d'expertise, et les personnes passent d'une boîte à une autre. Donc qui sont sur des cycles de 2, 4, 5 ans maximum, et 5 ans ça me paraît énorme. Donc de toute façon, c'est lié à la réalité de ces métiers. Et moi, je pense qu'Amazon sera plutôt en meilleure position qu'ils n'ont été jusqu'à maintenant en termes d'attractabilité, d'attraction, je sais pas. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point par rapport à la France, là encore, vous connaissez vos clients mieux que moi, je les connais. Je vais simplement, et c'est un exercice un peu particulier, moi réagir en tant que client. Le jour où je me suis rendu compte que je pouvais, en ayant des petits-enfants, que je pouvais me faire livrer des couches à la maison par Amazon, et que j'ai vu le prix, moins cher qu'en hypermarché en plus. Que j'ai vu le prix et la livraison, j'ai pu jamais acheter de couches en hypermarché. J'ai commencé à acheter beaucoup d'autres choses que je n'imaginais pas pouvoir acheter. Et par exemple, je vous dis, tous les achats qui concernent mes enfants, en termes donc couches, tous ces systèmes-là, pour moi maintenant j'ai le réflexe Amazon systématique. Donc je pense qu'il y aura une extension des réflexes et que ça peut se passer en un claquement de doigts. Donc que le risque soit peut-être moins avéré qu'ailleurs, moins présent qu'aux États-Unis sans doute, qu'Amazon soit accaparé par le Kindle et que le lancement du Kindle se fasse avant tout aux États-Unis, évidemment. En revanche, ça va aller vite et ils lâcheront pas. Petit point sur l'attractivité, je pense que c'est aussi un vrai enjeu pour les entreprises de l'AFM d'attirer des talents. On arrive à aller débaucher des anciens d'Amazon aux 3 Suisses. Je pense qu'on doit pouvoir aller débaucher d'autres talents comme ça et débusquer, je cite, les renards indépendants, les rebelles qui savent intraprendre dans nos entreprises et les laisser faire. Moi j'ai une question pour les enseignes. Je voudrais savoir lesquelles, parce qu'aujourd'hui avec tout le mot magique dans les comités de direction, c'est parler de marketplace. En 2012, parler de marketplace, ça passe bien. C'est lesquelles d'entre vous, enseignes, marques, ont été contactées par Amazon parce qu'ils étaient intéressés pour vendre vos produits? J'arrive, Caroline.
bonjour, Caroline Friard, Euronix France. J'ai été contactée par Amazon, effectivement, directement, pour que les produits électroménagers, donc des marques JTM et Euronix, soient vendus sur Amazon. Et actuellement aussi, je suis fortement démarché par les consultants AdWords de Google. Ça, je ne sais pas si c'est un autre... je ne sais pas si d'autres ont eu cette expérience-là. Mais ils sont fortement présents. D'autres expériences ouais, super, j'arrive. Chez Grosbill, oui, on a été contacté il y a environ 3 ans. Donc c'était donc pour vendre des produits, enfin des biens techniques, mais surtout de l'électroménager aussi parce qu'ils ne sont pas forts sur ce segment. Et pour la petite histoire, on a refusé parce que la commission d'affiliés qui nous demandait était trop élevée par rapport à nos marges. Voilà. C'était dans les 8%. Jean-Pierre, j'arrive. Merci. Nous, on est Jean-Pierre Vibou, Honnêt Banque Accor. Nous, on a été contactés pour un service de paiement, puisqu'on a une solution de paiement en 3-4 fois carte bancaire qui est assez unique sur le marché. Et donc, on a été contacté par Amazon pour proposer cette solution de paiement aux clients Amazon. Et donc, on a failli être fournisseur d'Amazon, mais finalement, on n'a pas été pour 2 raisons. La première, comme ce sont des gens qui décident de façon très centralisée, très vite, on a eu face à nous des interlocuteurs qui venaient de Seattle et qui nous ont dit « Votre solution, elle est géniale, mais est-ce que vous pouvez la proposer à tous les pays ?» Et malheureusement, cette solution-là, elle n'est pas proposable à tous les pays parce que la législation sur le paiement dans les pays est différente. Donc on n'a pas été retenu pour cette raison. Puis la deuxième raison, c'est qu'ils nous ont dit on vous offre une telle vitrine que de toute façon, pour nous, ça va être gratuit. Et donc ça, il n'était pas question d'avoir un service gratuit. Donc c'était marge zéro quoi, pour nous. Donc ça ne s'est pas fait. Donc on a failli être fournisseur d'Amazon. Malheureusement, on ne l'est pas. Pour un produit que vous avez, pour la plupart d'entre vous, sur vos sites et vous connaissez bien. Les 3 fois carte bancaire. Bonjour, David Edouard. J'ai été contacté il y a 3 ans en étant chez 3 Suisses et donc à l'époque on avait refusé puisqu'on souhaitait mettre en place notre propre plateforme. Et puis là j'ai de nouveau retravaillé chez Pimki avec Amazon. Alors pour l'instant on n'y va pas. Une des raisons c'est le coût, ce qui a été évoqué juste avant. Après, il y a quand même le fait que, comme vous l'avez dit très justement, vous ne voyez pas vos clients. Donc nous, ça serait plutôt un canal d'acquisition de nouveaux clients et dans ce cas-là, ça ne répond pas à la problématique. Et puis, dernier élément, ça demande quand même des développements techniques puisqu'ils ont quelque chose de bien standardisé qui n'est pas forcément une priorité quand on est en train de monter un site internet. Et peut-être qu'une autre raison, c'est aussi qu'un produit d'une marque distributeur comme les Pimki, quand il n'est plus dans son univers de marque distributeur, quand il est mis au milieu d'Amazon, est-ce qu'il a toujours la même valeur perçue par le client et donc est-ce qu'on justifie toujours le prix? Des questions? Daniel. Oui, bonjour, Daniel Malouf, Auchan e-commerce. Je voudrais revenir sur le modèle économique parce que vous l'avez pas mal abordé en mettant en avant finalement 3 éléments de revenus. C'est vendre leurs propres produits, la marketplace, mais aussi toute l'offre cloud et l'offre service. Et est-ce qu'on arrive à distinguer l'apport de chacun de ces éléments dans le modèle économique? Parce que aujourd'hui en France, par exemple, vous avez parlé entre autres de la vente à perte. Je ne sais pas s'ils font de la vente à perte. En tout cas, ils sont extrêmement agressifs en prix. Et donc, dans les catégories non alimentaires, on imagine leur taux de marge connaissant les nôtres. Et donc, j'aimerais bien savoir si on arrive à identifier, même s'ils sont très discrets, quelle est la part de revenus de ces 3 canaux. Alors, en fait, on n'a pas la contribution à la marge de ces 3 canaux. On a des chiffres. Alors, on sait que pour l'instant, le cloud, ça fait même pas 10% du chiffre d'affaires. Je crois qu'on est à 6 ou 7%, donc c'est encore très marginal. Le problème qu'on a pour différencier en fait la marketplace versus ce qui est vendu en fait en direct,
c'est qu'ils mélangent dans leurs chiffres la marketplace et l'affiliation. Et les chiffres qu'on a, c'est qu'il y a entre 30 et 40% du business qui se fait sur marketplace et affiliation, et le reste, c'est du vendu en propre par Amazon. Après, c'est des chiffres qu'on trouve sur des blogs, c'est pas forcément des chiffres officiels d'Amazon. Avec une vraie valeur d'étude aussi des vendeurs marketplace pour en avoir été un. Quand on devient un bon vendeur sur un marketplace, boum, ils vous font un fond dans le dos et puis ils appellent votre fournisseur et puis ils font un votre place. Exactement. Mais c'est le modèle en fait. Naïvement, je le sais. Super, Eric. Bonjour, Éric Platiot, groupe 3 Suisse. Par rapport à la problématique de l'écosystème, on l'a vu un peu l'écosystème avec eux, il y a aussi l'écosystème autour d'eux. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de changer un peu et de devenir plus agressifs? J'ai deux choses en tête. Ils commencent à se frictionner sérieusement avec Walmart aux États-Unis. Puis leur dernière initiative qui est allez en magasin, si vous sortez sans rien, on vous donnera $5 de bons d'achat pour acheter chez nous. Jusqu'à présent, ils avaient plutôt grandi en disant on deviendra très gros et on n'embête pas les autres. Là, on dirait qu'il y a un changement de posture. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'ils ont toujours été extrêmement agressifs. Enfin, quand on voit les procès qu'ils ont avec Walmart, avec Barnes & Noble. Barnes & Noble, ils en ont eu, mais je sais pas combien. Enfin, c'est avec Toys R Us. Enfin, il y a une culture d'agressivité qui est très forte chez Amazon, moi, je pense. Et ce que vous dites, en fait, n'est que le reflet de ce qu'ils ont toujours fait, à mon avis. Effectivement, cette promotion, donc je sais pas si vous avez vu, l'idée, en fait, c'est que le film qu'on vous a présenté avec cette application, si vous utilisiez en fait cette application pour acheter 3 produits Amazon, vous aviez un discount de $5. En scannant depuis un magasin. En scannant depuis un magasin qui n'était pas un magasin Amazon. Donc important à souligner ça. Voilà, ça a passablement énervé les distributeurs, ce qui est assez logique. C'était très agressif et très provocateur de la part d'Amazon. En même temps, enfin, je suis pas juriste, mais je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire pour contrer ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un front. Je sais pas si vous avez suivi l'actualité. On a un front des distributeurs anti-Amazon parce qu'ils ont compris qu'avec cette application, ils allaient servir de vitrine à Amazon et ça commence vraiment à les agacer. Et au-delà même de la promotion, ils demandent carrément la suppression en fait de l'application. Donc voilà. Mais je suis d'accord avec vous, hein, c'est une boîte très agressive, je pense. Enfin, moi, je pense qu'ils assument simplement leur statut, c'est-à-dire qu'ils n'ont fait que progresser sur les 15 dernières années. Ils ne pouvaient pas se permettre plus tôt, enfin, ça aurait été un peu de la com à la fin années 90 de le faire. Là, maintenant, ils ont, classement Interbrand, ils sont devant Walmart. Donc, ils ont un rôle et une posture à assumer. Donc, et en ayant cette culture de l'agressivité très très forte. Et je pense que par ailleurs, c'est simple, c'est que quand on voit la puissance de leur modèle, et c'est ce que je qualifiais de martingale tout à l'heure, c'est que de toute façon, en emmenant les autres sur ce terrain-là, ils vont gagner vis-à-vis des consommateurs. C'est-à-dire que je pense que toute publicité leur sera bénéfique sur leur modèle. Donc là encore, martingale, il gagne quasiment à tous les coups. Je ne vois pas pourquoi ils ne joueraient pas en fait à ce jeu-là. Une dernière question? Ouais. Juste pour revenir sur la notion d'écosystème, j'ai l'impression qu'on n'est pas très bon en Europe pour construire un écosystème, peut-être avec notre petit côté égoïste. On est surtout bon pour se critiquer, moi je trouve. C'est ce qu'on est en train de faire. Comment construire un bon écosystème? Est-ce que Amazon, par exemple, ils ont une stratégie pour attaquer les petits business? J'ai entendu une interview du patron de eBay récemment qui disait qu'ils allaient essayer de révolutionner tous les petits business. On parle du petit entrepreneur qui ouvre son magasin local en ajoutant une couche de e-commerce social et en fournissant une plateforme de e-commerce un peu plus simple d'utilisation et à comprendre. Est-ce que c'est pas une opportunité pour nous aussi de créer notre écosystème en se disant et on peut aussi révolutionner l'e-commerce des petits business autour de nous? Alors, eBay est
et pas au mieux, parce que ça fait un moment qu'ils sont flat, comme ils disent là-bas. Il n'y a plus d'explosivité en fait dans leur modèle. Ils ont dû réinventer le modèle parce que l'idée de base, qui était, vous savez, l'idée du fondateur pour sa femme, les petites machines pèse à bonbons, là, de s'intéresser aux collectionneurs et de vivre avec les collectionneurs, ils n'emmèneront pas ce business encore à fois 10. Donc ils se repositionnent sur la partie plateforme. Ça justifie le rachat de Magento, plateforme d'e-commerce et de site e-commerce récemment, et donc effectivement ils sont dans cette logique. Alors simplement pour répondre, Amazon versus eBay, pour moi Amazon est en passe de gagner, s'ils n'ont déjà gagné, parce qu'ils ont une puissance beaucoup plus forte dans la recommandation, dans le positionnement de la marque et dans l'expérience utilisateur au sens large. Donc premier point. Après ça, que d'autres soient dans des offres d'écosystème c'est une bonne réponse. Je pense que comme le disait le monsieur de Chronodrive, je pense qu'il y a peut-être plus qu'à l'écosystème. Je pense que de toute façon l'écosystème reposera sur une offre technologique, donc eBay, Magento ou Amazon. Je pense que c'est plutôt le lien physique virtuel qui va être intéressant. Et ce rapport sur l'offre, je pense que la charnière, peut-être, alors il y a un aspect écosystème, hein, certainement, hein, mais plus on dématérialise, plus on donne de valeur au matériel. Donc quelle est l'offre qu'on peut proposer qui soit une bonne conjonction de virtuel et de réel? Pour répondre aussi à la question précédente sur l'offre agressive en magasin, vous avez tous dû voir un énorme coup de com' de Gilvy, je crois l'année dernière, avec Tesco en Corée, vous savez, dans le métro à Séoul. Cette histoire où on voyait un mur qui devenait une espèce d'hypermarché dans le métro, où il y avait des codes barres et on scannait des codes barres. Moi, j'ai jamais cru à ce scénario. C'est-à-dire que je pense que ce scénario, c'est un scénario de passage. C'est simplement parce que les gens restent dans une optique à se dire que j'ai besoin de voir des codes barres ou des magasins, ou voir des images de façon à pouvoir commander. Mais ce que fait Amazon, c'est simplement, et c'est pour ça que pour moi, je vois pas, c'est inéluctable, c'est qu'en fait, ils sont simplement en train d'appuyer sur une expérience qui est une expérience numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes chez vous ou dans un magasin, vous avez votre iPhone dans la poche, vous n'avez pas besoin de scanner un code barre quelque part. L'enjeu, un des enjeux majeurs, il est lié en fait à la liste. C'est-à-dire que je pense aussi qu'il y a des enjeux pour répondre à des questions et voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions demain. Il y a comment est-ce qu'on fait, quelle récurrence d'achat, comment est-ce que dans un foyer on contribue les uns et les autres à cette liste d'achat. Il y a plein de choses à inventer sur lesquelles Amazon n'est pas immédiatement. C'est-à-dire que je pense aussi que l'achat, et ça tient sans doute au bien culturel, pour répondre à une question d'un peu plus tôt sur où est-ce qu'on peut leur faire mal, je pense que l'achat et c'est peut-être lié à l'alimentaire aussi, l'achat sur Amazon est un achat hyper individuel. Peut-être qu'il y a d'autres angles d'achat. Il y a le lien entre le virtuel et le réel, et il y a peut-être aussi sur les communautés d'achat qui sont, et quand je dis communauté, je ne suis pas en train de revenir au groupe buying des années 90, même si ça revient un peu à la mode. Mais je pense qu'il y a peut-être une échelle d'achat à laquelle on peut réfléchir et sur lesquels on voit ça avec les coopératives, les AMAP, là encore la ruche qui dit oui, excusez-moi de référence, j'aime bien ce modèle et j'aime bien les gens qui le portent. Donc la ferme du Sard, c'est le local, d'accord, ok, donc excusez-moi de ne pas connaître mes classiques. D'accord. Donc, voilà, je pense qu'il y a des modèles qui peuvent être des modèles aussi à considérer sur ce point-là. Donc, et si vous me permettez, parce que quand on parle écosystème, moi ça me touche toujours. Je pense qu'on n'est pas si mauvais que ça. Je pense que simplement on est impatient et que même si on parle de modèles récents, on a affaire à l'écosystème des nouvelles technologies ou des technologies en France et en Europe, il est beaucoup plus récent que dans la Silicon Valley où il a débuté après la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut toujours se donner un peu de temps pour que les choses arrivent. Et vous, à n'en pas douter, vous faites pas, je vous le dis, c'est pas pour vous passer la brosse à relure, hein, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Rauti, avec Thibaut, vous avez un écosystème qui est un écosystème hyper puissant sur vos domaines. Moi j'ai beaucoup animé l'écosystème parisien, je m'en suis que ce soit Paris, Lille, Nantes aussi, une ville où il se passe des choses. Je pense qu'il y a ça progresse, ça avance, et donc je pense que, je suis plutôt optimiste. Donc on peut avoir un écosystème sans Apple Store. App Store, pardon.
On peut avoir un écosystème sans. Est-ce que vous êtes en train de me demander si on peut avoir un écosystème sans qu'un acteur ait un monopole sur la distribution? C'est ça votre question? Sans qu'un tiers parti contribue à la croissance globale du fournisseur de l'écosystème. Moi, mon idée, c'est qu'ils ont réussi, comme souvent Apple, à déclencher des usages. Sincèrement, c'est vrai que moi, je leur dis merci tous les jours parce qu'ils ont créé un marché. Sauf que ils ont précarisé. Angry Birds, c'est vraiment le baobab qui cache une forêt de c'est même pas une forêt, c'est des arbustes, qui gagne de sa vie aujourd'hui sur l'App Store. Qui gagne sa vie sur l'App Store. Donc je ne suis pas certain que Apple in fine qu'ils aient créé un marché, oui, mais j'espère que demain il y aura d'autres acteurs qu'Apple de façon à monétiser en fait la production et l'édition de ces applications. Et je pense que ça va forcément arriver. Sans vouloir être protectionniste, j'ai entendu parler de certains acteurs dans le e-commerce qui ne jouaient pas dans les mêmes règles du jeu, notamment en matière fiscale, paiement de la TVA, qu'ils utilisaient par exemple des plateformes au Luxembourg. Donc ça, c'est très gênant pour des acteurs français ou européens. Je ne sais pas si c'est un constat et donc c'est pas une question. Moi je vous dis franchement, je pense que un des problèmes aujourd'hui, peut-être que là aussi, si on peut parler lobbying 2 secondes, on a un vrai sujet, c'est que en fait, quand le gouvernement réfléchit à faire des lois et j'espère que ça va changer, mais il y a toujours une défiance vis-à-vis du numérique en France, y compris où on reste dans un monde où on a l'impression que c'est le numérique qui a des règles qui, en général, qui sont dangereuses pour l'emploi et pour la création de valeur, et donc on essaye de protéger, passez-moi l'expression, je prends beaucoup de raccourcis, l'ancien monde vis-à-vis du nouveau. Après ça, on ne fait pas la différence dans les acteurs du nouveau monde et on ne comprend pas très bien qui crée des emplois et de la valeur où. Et du coup, on peut créer des lois ou des taxes qu'on va appeler taxes Google qui taxent tout le monde sauf Google. On peut créer comme ça des accords où on se dit on va faire de l'anticoncurrence à Apple qui arrive avec l'iPhone et s'arranger pour que se tirer une balle dans le pied et faire en sorte qu'Apple ait le plus fort taux de pénétration avec l'iPhone en France parce que la France, Cocorico, a réussi à empêcher Apple d'avoir un accord d'exclusivité avec Orange qui fait que du coup, quasiment mécaniquement, multiplier sa part de marché par 3. Donc je pense qu'effectivement, il y a un gros enjeu pour nous, acteurs de l'innovation, du numérique, à réussir à engager un dialogue avec les gouvernements en France et en Europe de façon à ce qu'ils comprennent qu'on a besoin d'aide. Et aujourd'hui, certainement, on a besoin par rapport... le petit acteur qui réussit, qui magouille et qui part du Luxembourg ou quoi, ok, mais qu'Amazon, Google, Facebook et les autres soient dans cette démarche-là, c'est sûr que là, on va perdre à tous les coups. Donc ça, il faut effectivement, à un moment ou à un autre, il va falloir faire mal. Et les nouvelles qu'on a aujourd'hui, sachez-le, sont plutôt mauvaises. C'est-à-dire qu'on est plutôt à un moment où l'Europe va donner encore plus de marge de manœuvre à ces géants, que la partie impôt, elle va sans doute s'étendre aux données personnelles. C'est-à-dire que demain, pourrait y avoir du dumping sur les données personnelles. Et qu'on voit, aujourd'hui, on a parlé qu'Amazon. Mais si on imagine que demain, le marketing relationnel a été transformé par les bases de données relationnelles dans les années 70, ce qui est en train de se passer avec Facebook, 800 millions de données et des usages, le social graph et tout ce qui est en train de se passer, c'est phénoménal. Donc il va y avoir une nouvelle approche du marketing qui va se créer. Et là, peut-être que nous, les acteurs français, on ne pourra absolument pas légiférer sur l'utilisation des données personnelles, ce qui est en train de se préparer là dans les mois qui viennent. Donc oui, il faut qu'on réussisse à être entendu parce que, enfin, et ça c'est une évidence, on est dans un monde qui va hyper vite, c'est le numérique, ça va à une vitesse complètement dingue, et l'appareil législatif ne suit pas du tout. Donc il est complètement à la traîne, et en général il tire à côté, et souvent il tire sur ses propres soldats. Donc ça fait mal. Bonjour, Valérie Broyon, Niji, merci beaucoup pour la présentation. Une petite question qui rebondit un peu sur ce que vous venez de dire. On a parlé de e-commerce par le web, on a parlé de mobile, on a parlé de télé, notamment en lien avec les produits numériques. Vous avez très peu parlé des réseaux sociaux.
et du social commerce, et donc du coup de l'évolution d'Amazon vers cette tendance, en tout cas un endroit où est l'audience et où sont les internautes, comment ils appréhendent ça, et est-ce qu'ils voient à un moment donné une déportalisation de leur tunnel d'achat ou de leur site sur ces réseaux? Alors, moi, je parle en mon nom, je ne sais pas si Stéphane serait d'accord. La vision que j'ai sur le social commerce, c'est que c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ce soit une réalité déjà, en tout cas, aujourd'hui, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai la conviction que le social commerce ne se fera pas sur Facebook. C'est-à-dire qu'il y en a déjà eu pas mal, il y a eu des expériences, d'ailleurs, je crois que, enfin, vous en avez peut-être participé à quelques-unes, de vente sur Facebook, et que finalement, vouloir refaire de l'e-commerce dans Facebook, c'est pas pertinent, parce qu'on vient sur Facebook pour avoir une expérience sociale et on ne vient pas là pour acheter. Tout ça pour dire que la vision que j'ai, c'est qu'aujourd'hui Facebook est de plus en plus déportalisé, fournit de plus en plus d'outils en fait aux e-commerçants pour leur permettre de générer des ventes. Et je pense donc que, Amazon n'a absolument pas une culture sociale. Ils ont des réseaux sociaux verticaux sur des thématiques du type livres, où des gens partagent, mais qui sont plus là pour créer du contenu que véritablement de la relation sociale. Donc moi, ce que je vois très bien, c'est le social devient une commodité déportalisée, type Facebook. Amazon utilise les API Facebook, l'Open Graph, etc. pour faire du social commerce. Par contre, j'ai vraiment du mal à imaginer qu'Amazon fasse un move sur les réseaux sociaux pour faire du social commerce. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Allez, une petite dernière. Bonjour, j'ai une petite question par rapport à un des facteurs clés de succès d'Amazon, qui est l'expérience utilisateur. On le voit très bien quand on visite vos sites, vous avez des magasins en ligne qui sont très très personnalisés. Je pense aussi à ce que vous venez de dire sur Facebook, quand Amazon.com utilise l'Open Graph de Facebook et que propose des produits associés aux amis de la personne qui se connecte avec Facebook Connect. Je reviens aussi par rapport à ça en parallèle à ce que vous avez dit sur le législatif et sur ce qui se passe en France sur les cookies, parce que vous pouvez faire cette personnalisation grâce aux cookies et faire des sites personnalisés à vos clients, mais est-ce que vous avez peur de ce qui se passe aujourd'hui dans le législatif et notamment sur les opt-in cookies? Quand on voit par exemple que la CNIL aujourd'hui, sur le site de la CNIL, le propose déjà et oriente clairement les sites marchands français à faire de l'opt-in cookie. Olivier Guillaume de Becquet. Je vais encore être plus clair. Oui, moi je trouve qu'on a pris la mauvaise habitude comme on légifère trop tard, on légifère souvent à côté et on se tire des balles dans le pied. Moi je suis pas opérateur d'e-commerce, c'est pas mon métier, mais quand je vois des règles comme ça, c'est vrai que je me dis qu'on part déjà avec un handicap, on va partir avec un handicap encore plus lourd. Et cette logique qui est l'argument qui est derrière souvent. Qui est celle du parler du privacy by design, ou qui est celui de dire on va contraindre les acteurs en fait à avoir des pratiques qui sont des pratiques vertueuses. J'y crois dans le fond, je trouve que c'est un bon principe. Je pense qu'aujourd'hui la France n'est pas tout à fait en mesure de contraindre en fait des acteurs aussi puissants, et que le bon niveau de ce point de vue-là serait pas la France, mais serait l'Europe. Et ce qui est en train de se passer sur les directives européennes, c'est à ça que je faisais référence dans les quelques mois qui viennent, les directives européennes vont de toute façon remettre à plat et vous permettront d'appliquer par exemple le droit irlandais ou grec à vos bases de données. Donc, je sais pas très, je comprends pas. Excusez-moi, je veux pas me désolidariser. Il y a plein de choses très bien à faire ici dans ce pays. J'insiste. J'aime beaucoup les écosystèmes, mais effectivement, je trouve que c'est pas des très bonnes idées. Et je trouve ça malheureux. C'est comme aussi quand Luc Châtel avait travaillé sur la partie plus logistique, des remboursements des frais d'envoi, ainsi de suite. On fait des machines à perdre, quoi. Et ces machines à perdre, elles nous poseront plus de problèmes à nous, acteurs français, qu'aux acteurs qui sont les acteurs qui peuvent être ailleurs. Donc voilà. Alors après ça, sur la partie bonne pratique,
simplement pour revenir au point précédent, moi je pense que la partie sociale du web va de plus en plus être une commodité. Donc effectivement, le fait que les grands acteurs finissent par s'entendre, parce que faut pas oublier non plus, je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir une compétition de géants. Je pense que ces gens-là sont beaucoup mieux armés que nous pour s'entendre. Ils habitent à quelques centaines de kilomètres les uns des autres. Ils se réunissent souvent. Enfin, je veux dire que c'est forcément, à un moment ou à un autre, s'ils doivent se mettre d'accord, ils se mettront d'accord. Facebook a l'identité et les amis, Amazon le commerce, Apple va avoir les devices et une grande partie de l'expérience. Google, ils vont finir par s'entendre. Donc, je crois moi assez peu en fait à la rupture que pourrait apporter le social commerce. Il y a eu beaucoup de tentatives, j'ai rien vu de totalement probant en fait en social commerce. Je vous dis à très bientôt. J'aimerais pour un prochain événement de ce type-là pouvoir également vous sensibiliser sur des e-commerçants qu'on connaît moins bien. Je suis à la recherche d'ailleurs de contacts, notamment sur l'Asie, avec des Rakuten dont on a parlé, mais également des Alibaba. Le groupe Alibaba, c'est plus gros que Amazon et eBay réunis. Donc, je suis preneur d'éventuellement des contacts de réseau. Je vous remercie de vous être mobilisés. Je vous propose qu'on